bonjour à nos téléspectateurs ce matin. Eh bien, ce matin, on va s'intéresser à la mort du Monseigneur Mbala. On se souvient, ça fait déjà 1 an et quelques jours. Et pour la circonstance, pour cet anniversaire, de nombreuses messes ont été dites du côté de Bafia, également non loin du lieu du décès de Monseigneur Mbala. Mais pendant cette messe, c'est vrai que des vérités étaient très attendues. Jusqu'ici, toujours pas de vérité. Oui, effectivement, on peut malheureusement se souvenir, n'est-ce pas, de la disparition de Monseigneur Mbala. Oui. Cela faisait 1 an jour pour jour, hein, le 2 juin dernier, et notamment au niveau du diocèse de Bafia, à la cathédrale de ce côté-là, une messe, et puis une autre qui a eu lieu aussi au niveau du pont de Bebda, où après la disparition le 31 mai 2017, quelques jours après, on avait finalement retrouvé le corps du prélat. Et dans ces conditions-là, le clergé, notamment les évêques dans son ensemble, avec bien évidemment bon nombre de religieux, de prélats, se sont retrouvés à cet endroit où on avait justement retrouvé le corps du prélat avec dans sa voiture ce mot devenu tristement célèbre, n'est-ce pas, « Je suis dans l'eau », oui, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Et donc c'est sur le bord n'est-ce pas, de ce pont qu'une messe a été dite en la mémoire et au souvenir de Monseigneur Mbala qui, malheureusement, pour l'Église, par la voix du président de la conférence, a été froidement assassiné. 1 an après, le constat est évident. On a plus de questions qu'on en avait certainement au moment de sa disparition. Qu'est-il arrivé à ce prélat ? Au-delà de ce qui apparaissait comme une mise en scène pour certains, qui aurait finalement conduit vers l'hypothèse du suicide de ce prélat. Et il y a bien évidemment beaucoup de questions qui sont rentrées dans le jeu. La qualité du corps qu'on avait trouvé, d'autres indices qui avaient été mis en avant, et puis les sorties judiciaires et du clergé, des oppositions, les joutes verbales, toutes les diatribes autour de cette disparition et de cette mort qu'on avait il y a 1 an semblent n'avoir pas trouvé des éclaircies jusqu'ici, au point où il ne serait pas tort, on ne serait pas en tort de dire que cette disparition pose aujourd'hui encore plus de questions qu'elle en posait au moment où le prélat avait été finalement découvert sans âme et sans vie. Et donc on peut, lorsqu'on regarde cette actualité, se souvenir de ces autres cas de figure qui ont souvent animé la tristesse au sein du clergé. Et d'ailleurs, cette célébration a permis au clergé de penser qu'il est, ce clergé-là, une victime et une cible potentielle de la société, et de là laisser croire que notre pays avait la palme d'or dans ce type de disparition considérée comme étant des assassinats avec des actes avérés. Pour certains cas, c'était suffisamment triste. Au-delà de l'émotion, au-delà de tout ce qu'on a pu vivre ce week-end à travers ces célébrations, il y a qu'on se pose bien la question de savoir quand est-ce que tout cela va finir, quand est-ce que finalement Monseigneur Mbala va reposer en paix parce que la vérité aura éclaté et que les uns et les autres auront été convaincus. Plus que cela, au-delà du cas du décès de Monseigneur Mbala, on se souvient encore que ce week-end, une triste information nous est venue d'une localité comme Bouda. On a l'impression, lorsqu'on vit cela, qu'on est définitivement rentré dans un cercle de banalisation de la vie, où on peut la ôter n'importe comment, où on peut vivre des scènes dramatiques sans que cela ne crée un tollé, sans que cela finalement ne fixe une ligne rouge qu'on ne pourrait traverser. Et c'est bien à se demander quelle est la ligne rouge qu'on ne traversera pas dans des actes ignobles qu'on continue de vivre dans notre pays. Et c'est bien triste parce qu'effectivement, 1 an après, on peut se demander qu'est-ce qui a changé en termes d'information. Qu'est-ce qu'on a de manière concrète sur la disparition de ce prélat? Est-ce que c'est parce qu'il y aurait des pistes qui ont été brouillées ou bien qu'on voudrait brouiller? Est-ce que finalement, dans cette enquête-là, on aura un dossier classé comme quelques-uns le craignent? En tout cas, rien n'est encore de manière assez concrète affirmé entre les positions
à la fois judiciaire, administrative et celle du clergé, on reste dans une opposition d'orientation et de vision sur la question. Alors, M. Patekisyan, d'abord, c'est vrai, un constat est fait, c'est le silence judiciaire et surtout ce discours divergent du clergé. Oui, après une année, on a vu des situations d'assassinat de personnalités, d'expatriés, de bien d'autres personnes dans ce pays qui ont eu des solutions, on ne peut pas dire à une célérité extrêmement rapide, inimaginable, mais on en a vu. On a même parfois loué les prouesses de nos services de sécurité, de renseignement et judiciaire. Ça veut dire qu'on a la capacité dans notre pays, quand on a des dossiers brûlants comme ceux-là, de pouvoir franchir le cap assez rapidement. Ça n'est pas le cas avec cet assassinat, comme le pensent les évêques, et cette disparition où, même si quelques-uns continuent d'avoir l'hypothèse aussi de la noyade, en tout cas, le secret judiciaire n'a pas encore livré sa sentence définitive sur cette question-là, nonobstant les communiqués officiels ou les prises de position du clergé. On est dans l'impasse. On n'est peut-être pas dans l'eau, mais on est dans l'impasse de ce qui pourrait définitivement mettre ce dossier-là dans les classeurs, parce que la vérité aura éclaté. Maintenant, de quel côté se trouve la vérité? La question peut être aussi posée. On a coutume de le dire souvent, que le temps de la justice est un temps qu'on ne peut pas maîtriser. On veut bien s'y accommoder, mais c'est une histoire qui devient à la fois pesante pour l'Église, mais aussi pour le corps judiciaire et même l'administration. Il s'agit quand même d'un évêque, même si toute vie est importante. Lorsqu'on parle d'un berger dans l'Église catholique romaine, avec toutes les rumeurs qui ont entouré justement la disparition de Monseigneur Bala, on est bien triste de se rendre compte que ce silence-là du corps judiciaire peut davantage jeter le doute, la suspicion et l'amertume dans cette situation qui n'est pas encore résolue. Mais dès qu'on a fini de le dire, on peut aussi constater qu'on ne voit pas très clairement, on a envie de dire, une espèce d'unité de langage au sein du clergé autour de cette affaire-là. Et c'est bien dommage. Lorsque vous avez le président de la conférence épiscopale, pour ne pas le citer, Monseigneur Samuel Cléda, qui affirme sans embâche et avec conviction que leur frère, n'est-ce pas, dans l'épiscopat, a été violemment assassiné, on veut bien supposer que c'est toute la conférence, donc y compris tous les évêques, qui partagent cet avis-là. Et les évêques, en tout cas par la voix de Monseigneur Cléda, n'ont pas arrêté, il n'a pas arrêté de le marteler depuis un an. Dans toutes les sorties médiatiques, c'est le même discours que le président de la conférence épiscopale nationale tient. Mais on voit bien qu'à côté, il y a d'autres prélats, notamment l'archevêque de Yaoundé, qui appelle à la tempérance, à l'attente, n'est-ce pas, des résultats des enquêtes, à la patience, qui peut laisser croire qu'il n'y aurait pas justement un regard commun de tous les évêques sur la question. Et cela peut nous amener à nous poser des questions. Y a-t-il justement au sein de l'épiscopat, de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, un même son de cloche sur cette question, une même vision, un même regard? Est-on convaincu de ce que Monseigneur Cléda appelle assassinat sauvage auprès de tous les évêques? Ce n'est qu'une question. Mais lorsqu'on entend des discours sur le même sujet et pendant la même cérémonie venant de deux personnalités comme celle-là au sein de notre conférence épiscopale, on peut s'interroger. On peut s'interroger et se demander si ce discours-là en lui-même ne peut pas aussi jeter le doute au sein de l'opinion, au sein des fidèles et au sein de ceux qui observent cette affaire. Il y a les lenteurs judiciaires, c'est vrai, qui sont questionnables et qui apportent peut-être plus de questions qu'au départ, mais en même temps, on a envie de voir le clergé d'une seule voix donner peut-être pas sa vision, peut-être pas sa version, mais donner le regard qui serait celui justement de l'ensemble de l'épiscopat sur la question. C'est bien triste qu'un an après, nous en soyons encore à nous poser des questions sur ce qui est arrivé à Monseigneur Bala. C'est dommage. Et la seule chose que nous puissions dire, c'est simplement que ce prélat repose en paix, parce que justement, ça fait beaucoup de douleurs, des douleurs qui sont difficiles à justement dissiper du côté de ses proches, des fidèles, et même de tous ceux qui sont de bonne foi.
Voilà, merci Patrick Dobo pour ce nouveau numéro de Regard sur l'actu. Et ce matin, vous le savez, comme d'habitude, nous avons 2 chansons proposées dans le cadre de ma chanson du cœur. La première proposition, c'est tout simplement Koffi Olomide en featuring avec Kumba Gawlo pour le titre Si Si Si. Et la deuxième proposition, c'est Je ne suis rien de Harrison Le Zulu. Votre choix. Ah ben, on va rester sur Koffi Olomide. La jonction avec Kumba Gawlo, qui est une figure aussi phénoménale, n'est-ce pas, de la musique des 3 précédentes décennies. Oui. Donc oui, et ce titre qui a quand même tenu en haleine bien de mélomanes. Merci beaucoup. Voilà. Pour cette question de bon, on se retrouve mercredi, c'est ça? Ce sera avec beaucoup de plaisir. Hein. Bon début de mois pour Canal Matin. Voilà. Merci beaucoup. Malgré l'absence de Patricia qui a perdu son papa ce matin. Tout à fait. On lui envoie d'ailleurs tous nos encouragements et notre soutien dans un moment aussi difficile que celui-là à Patricia, justement. Merci. Direction l'autre frontière. Nous allons bien sûr vous donner à l'instant les informations recueillies hors de nos frontières. C'est la page internationale. Et nous allons commencer, bien entendu, par le Nigeria, où de ce côté, 13 personnes ont été tuées dimanche au cours de 2 attaques distinctes dans l'état de Benue, dans le centre du Nigeria. Une zone en proie à de violents affrontements, j'allais dire, entre agriculteurs et éleveurs, selon un responsable local. Lors de la première attaque survenue pendant la nuit de samedi à dimanche, des hommes armés soupçonnés d'être des éleveurs ont fait irruption dans le village de Tiadouk, dans le district de Kwandé, tuant 7 personnes, dont des femmes et des enfants, en levant au passage une femme enceinte. Les victimes ont été tuées à l'arme blanche ou par balle, tandis qu'un vieil homme qui ne pouvait pas se déplacer facilement est mort brûlé dans sa maison. Dans la ville d'Ukpo, toujours dans l'état de Benue, 6 personnes ont été tuées dans la même journée de dimanche dans une autre attaque, selon plusieurs témoins et un responsable de l'administration de la ville. Cet état est secoué depuis des décennies par des affrontements entre agriculteurs dits autochtones, essentiellement de confession chrétienne, et éleveurs peuls nomades, majoritairement musulmans. Ce conflit a pour paume de discorde l'eau et la terre. C'est en partie aggravé en raison d'une explosion démographique dans le pays. À présent, en Tanzanie, on parle du décès de 2 célèbres étudiantes. Personne à leur naissance ne pensait d'ailleurs qu'elles survivraient longtemps à leur malformation, mais les 2 sœurs avaient terminé avec succès leur étude secondaire. Maria et Consolata sont devenues célèbres quand elles ont commencé leurs études supérieures dans l'université catholique du pays. Depuis l'année dernière, elle souffrait de maladies cardiaques et avait été admise dans un hôpital de Dar es Salaam. Donc le président tanzanien John Magufuli a exprimé sa profonde tristesse quand il a appris le décès des 2 sœurs. Maria Consolata avait toutes 21 ans. En Mozambique, on parle de 9 islamiques présumés tués par la police. C'est vrai que ces combattants auraient décapité une dizaine de personnes. Ils opèrent dans les villages situés dans le nord de la Mozambique. Ils ont mené plusieurs attaques dans cette partie du pays et seraient des membres d'un groupe islamique local dénommé Al-Sunna. Le groupe a d'ailleurs revendiqué les récentes décapitations commises non loin de la forêt dense où sont retranchés leurs combattants. Les autorités mozambicaines ont indiqué que plus de 300 personnes proches de ce groupe islamiste ont été arrêtées depuis le mois d'octobre dernier. Et en Tunisie, on parle d'un naufrage d'un bateau de migrants au large, lui, avec près de 45 morts. Donc les opérations de sauvetage ont duré tout ce dimanche. Ce qu'a indiqué à RFI le commandant de la base navale principale du Sfax, donc le capitaine Mohamed Salah Sangama, joint par téléphone. Les rescapés ont expliqué au secours que 170 à 80 personnes se trouvaient à bord d'une embarcation, un bateau de pêche parti de l'île Kerkena. Donc il pourrait donc y avoir encore une 60aine de personnes portées disparues. La Marine nationale et la garde maritime s'active donc pour les retrouver. Mais plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise, reconnaît Mohamed Salah Sangana. Les autorités tunisiennes ont reçu l'appel de détresse samedi 2 juin, peu avant 23h, heure locale. Le bateau se trouvait à 5 miles nautiques, soit environ 8 km de l'île Kerkina. Mais lorsque les secours sont arrivés de Sfax, la grande ville la plus proche, plusieurs personnes étaient déjà mortes. La plupart des corps repêchés, a précisé le capitaine Sangana, sont ceux des
des jeunes Tunisiens. Quant aux 68 personnes secourues, 60 sont de nationalité tunisienne. Les autres viennent du Maroc, de Libye, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Cameroun. Les recherches dans la zone de naufrage doivent reprendre ce lundi matin. Le bilan final risque d'atteindre une centaine de morts. Et pour terminer, allons directement du côté de Bruxelles. C'est vrai qu'après s'être succédé à Paris, les présidents angolais Juan Lorenzo et le Rwandais Paul Kagame vont de nouveau se croiser à Bruxelles cette semaine. Les deux visites d'État n'ont rien à voir l'une avec l'autre, même si les rencontres bilatérales avec les Belges vont sans aucun doute donner lieu à de nouvelles discussions sur la crise en RDC. À Bruxelles, les deux chefs d'État vont être reçus par le roi de Belgique. Voilà donc pour les informations recueillies hors de nos frontières.